Mesdames, Messieurs, chers collègues, chers amis, bienvenue dans ce forum nommé si justement Contretemps. Je crois que nous ne manquerons pas de l'être chacun à notre façon. Nous, c'est Stéphane Montagnier, qui est à ma gauche, psychologue de plus en plus éclairé et donc de plus en plus éclairant, du moins c'est mon avis. Max Genève, écrivain qui a fait toutes ses humanités et même davantage. Et votre serviteur, directeur de l'excellente revue Questions d'orientation, revue de la COF. Stéphane Montagnier interviendra sous le titre explicite du contretemps à l'après-coup. Max Genève a choisi de s'auto-flageller en donnant pour titre à son intervention « Homme âgé, couché dans le noir ». Nous prendrons quelques questions, esquisserons éventuellement quelques réponses, et je ponctuerai ce forum en rendant un bref hommage, une fois n'est pas coutume, à un homme politique. Sur quoi nous nous quitterons, je l'espère, à contre-cœur. Je donne la parole à Stéphane Montagnier. Voilà. Bonjour. Aussi bien j'étais ce praticien qui n'orientait sa pratique qu'en fonction des buts et des méthodes outils, psychotechniques au début de ma carrière, ADVP ensuite. Ce texte témoigne de l'un des effets que je n'avais pas anticipé de cet acte d'avoir décidé d'orienter ma pratique autrement. On n'entend pas ? Ah, plus doucement, pardon. Que nous apprend la clinique contemporaine des demandes en orientation professionnelle quant à leur formulation et leur objet ? Elle nous apprend que les sujets cherchent à savoir comment s'orienter sans se tromper. Que cela signifie-t-il ? Qu'ils cherchent à savoir ce qui existe, et parmi ce qui existe, ce qui pourrait leur convenir, soit des demandes de savoir portant sur le monde et sur ce qui peut s'offrir à leurs désirs. Comment cela nous est-il demandé ? Fréquemment, aujourd'hui, à la manière dont on s'adresse au Père Noël, c'est-à-dire en émettant une demande d'idéal et de jouissance. « Bonjour, je voudrais que vous me trouviez le métier qui me corresponde le mieux et dans lequel je pourrais m'épanouir complètement. » Que nous apprend ensuite la clinique des pratiques contemporaines de l'orientation professionnelle sur les réponses apportées à ces demandes de savoir ? Elle nous apprend que bien qu'individualisées, les réponses sont identiques pour tous. Elles se présentent sous la forme d'un protocole standard qui comprend le même nombre de séances, la même durée par séance, les mêmes techniques utilisées, les mêmes étapes parcourues dans le même ordre avec le même objectif à atteindre. Ce qui oriente ici la pratique est le but des outils, qui est de prédire quelles seront les professions qui correspondent au profil de résultats obtenus par un sujet et de valider, comme il est coutume de s'exprimer, le projet. Elle nous apprend également que ces prestations restent centrées sur le soi, lequel est défini à partir des catégories préétablies de la psychologie expérimentale, que sont celles, par exemple, des intérêts, des aptitudes, de la personnalité, etc., etc. Cela donne donc à chaque séance objectif, définir son profil d'intelligence émotionnelle, établir une liste de valeurs, de qualités, d'environnement et de conditions de travail souhaitées. Bref, si aujourd'hui vous n'avez pas de projet, c'est qu'en somme, vous n'avez pas vos listes et vos profils en poche. Que nous apprend enfin la clinique des personnes qui ont bénéficié de ces protocoles standards que l'on se plaît à nommer accompagnement. Elle nous apprend que nombre d'entre elles ont trouvé après coup que cela ne leur avait finalement pas tellement servi. C'est-à-dire que les projets résultatifs de la méthode et des outils ne se concrétisent que rarement. Pourtant, les 10 accompagnements débouchent bien tous sur un projet, avec un projet alternatif, et un plan d'action précis et détaillé dans le temps, conformément au protocole et au cahier des charges. Néanmoins, les personnes restent dans des questionnements à peu près comparables à ceux qui les avaient initialement conduits à venir consulter. J'ai par exemple reçu encore dernièrement le cas, désormais classique, d'une personne qui fait cette rencontre avec les pratiques ready-made et centrée sur une image de soi. Elle m'a dit ceci : « J'ai des pistes très sérieuses car j'ai fait un bilan de compétences. Mais maintenant, je voudrais des informations plus précises sur les métiers d'accueil de l'enfance,
les métiers du rapport humain et de la médiation familiale. En fait, je ne connais pas bien ce qu'il y a comme métier et ce qu'il est possible de faire. Le problème que j'ai, c'est que je voulais être éducatrice, mais il me faut 3 années d'études, et donc je n'ai pas tout ce temps-là. Donc, je suis perdue. Textuelle autant qu'authentique. Elle n'était plutôt pas mécontente de son bilan pour autant. Elle avait bénéficié de 14 heures en entretien individuel. Elle trouvait qu'elle avait beaucoup appris sur elle et que cela lui avait donné plus de confiance et d'estime de soi. Seulement voilà. Pour ce qui est de savoir quelle solution elle pourrait trouver à son problème de ne pas se sentir à sa place dans son emploi commercial et à son désir de travailler dans des établissements, on peut dire à visée sanitaire et sociale, elle semble n'avoir guère été accompagnée dans cette direction de sa première à la dernière séance de bilan. Là est le contretemps. Pour le sujet, le contretemps est celui de rester avec les mêmes questions que celles qui avaient initialement motivé sa demande de consultation. Les actes du conseiller technicien n'ont pas permis, à l'instant de voir où a surgi une question d'orientation, d'embrayer sur un temps pour comprendre, et encore moins d'arriver à la porte de celui du moment de conclure. Ce contretemps des pratiques est celui de la croyance en un moi faible qu'il s'agirait de rendre plus fort, un moi dont la singularité, l'urgence et l'angoisse ont été étouffées par la délivrance d'une image de soi idéalisée dans des conditions de travail idéalisées. C'est même grâce à cette image que le sujet a pu se dire satisfait de son accompagnement d'ailleurs. Sur le moment, en effet, sa demande d'amour et de reconnaissance est satisfaite d'avoir vu le conseiller se mettre au travail pour lui chercher un projet correspondant à son plus beau profil. Il a éprouvé le plaisir de se voir sous un jour idéal et s'est senti écouté avec bienveillance en parlant de ses problèmes. Le malaise, si souvent exprimé lorsque le sujet connaît un mal d'orientation, d'avoir l'impression d'être perdu, de ne pas se connaître, de n'avoir pas confiance en soi, s'est évaporé comme par enchantement. C'est bien le cas de le dire. On enchante le sujet. Il s'agit réellement d'un contretemps, car un contretemps, entendu comme le surgissement d'un événement qui vient compromettre la réalisation d'un dessin, d'un projet par exemple, correspond, pour ce qui nous intéresse, à l'interruption de ce qui avait été initié par la formulation d'une demande. Que les méthodes soient scientifiques ou non, psychotechniques ou dites éducatives, tout reste en effet concentré sur le soi, en faisant croire que pour qu'un choix d'orientation ait un sens, il faut d'abord se connaître, et que ce sens est le résultat de la méthode. Il n'est pas question de dire qu'une réflexion sur soi n'est pas nécessaire, ni non plus qu'il suffit de connaître tous les métiers, les emplois, les formations, etc. pour qu'aucun problème ne surgisse plus jamais dans le cadre d'une recherche d'orientation. Mais force est tout de même de constater tous les jours dans la clinique que la façon dont les sujets ont fait leur choix d'orientation et ont accepté de tenir tel ou tel emploi ne ressemble en rien à la façon dont les méthodes et les théories du choix nous la décrivent. Force est de constater que les raisons fondamentales et subjectives des choix faits par un sujet lui restent toujours plus ou moins méconnues au moment où il les fait. Même lorsque telles études, tel métier ou tel emploi ont été choisis, il n'est pas toujours si facile pour les personnes de savoir pourquoi elles l'ont choisi. Ce n'est souvent qu'après coup, en effet, et à l'occasion d'un nouvel événement, qu'il devient possible de dire « en fait si je l'avais choisi, c'était parce que… ». Probablement est-ce pour cette raison d'ailleurs que les praticiens de l'orientation apprécient tant de proposer au sujet de faire le récit de leur parcours professionnel, puisque c'est à faire ce récit que peut s'opérer une resubjectivation des choix faits dans le passé, à la lumière des conséquences qu'ont ensuite pu connaître ces choix. Il y a, autrement dit, une dimension rétroactive de l'acte, dans la mesure où l'acte est au principe d'une chaîne dont on ne sait pas à l'avance quelles seront ses suites. La notion freudienne d'après-coup recouvre cette idée que les actes, les expériences de la vie, et donc aussi bien les décisions d'orientation, peuvent être remaniés ultérieurement en fonction des suites et des conséquences, et que ce n'est qu'après coup, c'est-à-dire par un éclairage rétrospectif, qu'un sens qui était resté ignoré du sujet lui-même peut être mis en évidence. Un acte met donc en jeu la dimension de la vérité du sujet, mais cette vérité, ce sens ou encore cette intentionnalité lui reste inconscient au moment de son acte. Ils ne peuvent être qu'anticipés sur le moment et ne se laissent déchiffrer que dans l'après-coup. C'est dire qu'un acte est nécessaire pour que la déduction du sens arrive à son terme et que ce sont finalement les actes qui font l'être du sujet, c'est-à-dire les actes qu'il aura eus, qui le constituent le plus effectivement. Une petite vignette clinique permettra d'éclairer ce propos. Mademoiselle O est âgée de 29 ans. Elle se présente à la Cité des métiers parce qu'elle voudrait connaître son profil de personnalité. Elle doit prendre une décision d'orientation d'ici 3 semaines. Elle est interprète d'origine russe, parle 4 langues, vit en France depuis 6 ans où elle est parvenue à se créer un carnet de clients institutionnels qui lui propose régulièrement des missions et lui permettent de vivre correctement, me dit-elle.
Elle vient d'apprendre qu'elle a la possibilité d'intégrer en Russie une école de formation grâce à laquelle elle pourra ensuite être rattachée à une organisation intergouvernementale. Elle me signifie qu'il s'agit pour elle d'une voie d'évolution rapide pour sa carrière professionnelle. Cependant, elle n'arrive pas à se décider. Car en même temps, elle est aussi très fière d'être devenue par ses propres moyens l'interprète indépendante qu'elle est aujourd'hui. Elle dit ne pas savoir si elle doit rester à Paris et continuer cette carrière qu'elle a débutée, et dont elle ne doute d'ailleurs pas qu'au final elle puisse être tout aussi réussie que si elle rejoignait une organisation intergouvernementale, parce que si elle quitte Paris, elle quitte aussi tout le réseau d'amis qu'elle s'est constitué et auquel elle tient. C'est donc pour cette raison qu'elle voulait connaître son profil de personnalité. Elle pensait y trouver ce qu'elle était vraiment et qu'à partir de là, elle pourrait alors savoir ce qu'elle allait devoir prendre comme décision. Les tests ne lui ayant finalement pas révélé le savoir qu'elle leur supposait, c'est à, je la cite, un professionnel de l'orientation qu'elle est ensuite venue s'adresser. Mademoiselle O avait choisi de devenir interprète, savait très bien comment évoluer dans sa carrière, les emplois qu'elle pourrait tenir, les statuts qu'elle pourrait avoir, les formations qu'elle aurait à suivre. Elle connaissait bien ses compétences, ses intérêts, ses qualités, ses valeurs au travail, et elle mesurait les enjeux professionnels de l'une et l'autre des deux possibilités qui s'offraient à elle. Le cas de Mademoiselle O nous apprend qu'il ne suffit donc pas de connaître les filières, les débouchés, ses intérêts et son profil de personnalité pour que la vérité de son être lui soit révélée et lui permette ainsi de déduire logiquement la décision d'orientation qui devrait être prise. Lorsqu'il ne s'agit pas d'une demande de savoir comment déchiffrer le monde, des études de l'emploi, des droits à l'orientation et à la formation, des financements et de leurs exigences, la clinique nous apprend que les problèmes d'orientation renvoient en effet toujours au désir et à ses embrouilles. L'entretien que j'ai avec Mademoiselle O se déroule en détour. Il donne l'impression qu'elle tourne autour du pot, pour ainsi dire, autour d'un je ne sais quoi, pour le moins, dont elle ne dit rien, voire semble ne rien vouloir en dire. Mademoiselle O nous apprend donc aussi qu'un sujet peut annoncer vouloir mieux se connaître, mais n'en rien vouloir savoir au moment où une vérité touchant à son propre désir est pourtant prête à se dévoiler un peu. J'avoue que c'est le motif de craindre de perdre le réseau d'amis qu'elle s'est constitué et auquel elle tient si elle quitte Paris qui m'a mis sur la piste des choses de l'amour. Après lui avoir en effet demandé ce qu'au fond elle pensait réellement perdre en quittant Paris et qu'elle m'ait dit, sans y répondre, que c'était une très bonne question, je me suis alors autorisé à lui lancer « L'amour est dans le coup ?» La réponse fuse aussi vite que son regard se détourne de moi. Une vague promesse. Voilà. L'entretien n'a pas été plus loin. Elle n'en a rien voulu dire de plus. M'en dire de plus à moi, là, en tant que conseiller d'orientation à la Cité des Métiers, ou sans dire de plus à elle, ce qui renverrait effectivement à son propre « je n'en veux rien savoir de mon désir », et qui lui ferait alors courir le risque, comme l'énonce Jacques Alain Miller, que ce qu'elle désire et qu'elle ignore lui soit, après coup, appris par les conséquences de son acte. Sauf à ce qu'elle revienne un jour et m'en parle, je ne le saurai probablement jamais. Après coup, donc, nous comprenons que l'embarras de son désir devait certainement se situer entre celui qui pouvait être atteint à partir de se former en Russie et cet autre désir qui pourrait être atteint si la vague promesse qui lui a été faite venait à se réaliser. Dans ce dernier cas, elle aurait alors l'amour, la possibilité de réaliser peut-être son désir d'enfant dont elle m'a signifié la présence et celle du temps qui passe, tout en continuant à construire sa carrière parisienne. D'un autre côté, partir pour la Russie, c'est avoir la carrière, mais aussi certainement se dire quelque chose comme « à partir là-bas, je ne laisse pas chance à cette promesse, aussi vague soit-elle, d'être tenue », et donc devoir renoncer à son désir que cette promesse se réalise. Dans un texte intitulé « Le temps logique et l'assertion de certitude anticipée », Jacques Lacan nous apprend à distinguer 3 temps subjectifs. Ce texte de 1945 concerne le temps dans la clinique. Il s'agit d'un temps qui n'est pas pensé en termes de durée continue, comme nous avons l'habitude de l'apprécier avec une montre ou un calendrier, mais en termes de modulation de 3 moments que sont l'instant du regard, le temps pour comprendre et le moment de conclure. En chacun de ces 3 moments, l'instance du temps se présente sous un mode différent et renvoie à 3 modes de subjectivation différents. Dans un travail qu'il consacre à ce texte, Patrick Roux formule l'hypothèse selon laquelle la structure du temps dans l'inconscient peut aussi bien s'appliquer aux différents temps subjectifs rencontrés par celui qui s'affronte à la question « que faire ?» dans le champ de l'orientation. Reprenons ainsi cette hypothèse pour nous et en simplifiant fortement les développements de Lacan, qui sont bien plus complexes et raffinés que ceux de notre présentation, nous allons proposer par analogie en quelque sorte une lecture ou du moins une interprétation qui peut être faite de ce texte au travers du cas de Mademoiselle O. Il y a donc eu tout d'abord pour Mademoiselle O l'instant de voir la possibilité d'aller se former en Russie, qui a probablement dû lui faire se dire quelque chose comme, à partir là-bas, je ne laisse pas chance à cette promesse d'être tenue.
L'instant de voir est un temps fulgurant. Il ne prend que le temps d'un regard pour que surgisse une question et que celle-ci fasse énigme pour le sujet. La question qui a surgi pour mademoiselle O et à laquelle elle ne sait pas quoi répondre est « Que dois-je faire ?» Comme pour toute question d'orientation, en somme. Il s'agit d'un temps où la combinaison de certaines données fait qu'en un instant de voir, on sait que. Il s'agit d'un temps où il m'a suffi de voir que je n'avais pas obtenu mon bac pour savoir que j'allais devoir soit redoubler, soit me réorienter. Il m'a suffi de voir que j'allais être licencié en sachant qu'il n'y aurait aucune embauche nulle part, que j'ai su que j'allais devoir retrouver une autre solution, mais laquelle ? Il s'agit donc d'un temps qui, à partir du surgissement d'une question faisant énigme pour le sujet, enclenche sur un temps pour comprendre qui se manifeste dans notre clinique au moment de la formulation d'une demande d'orientation. Le temps pour comprendre. Il est celui de la méditation où le sujet spécule. Lorsqu'un sujet doit faire un choix d'orientation, c'est-à-dire prendre une décision qui engage son être de sujet, il le fait en comparant l'idéal qu'il voudrait être avec chacune des possibilités qui se présentent à lui. Pour le dire rapidement, cet idéal, qu'il manque à être et qu'il voudrait être, donc pour cette même raison, est constitué d'images projetées de lui sous forme d'identification aux personnes auxquelles il voudrait ressembler et de paroles qui lui ont été dites par les autres qui comptent ou ont compté pour lui. Durant ce temps pour comprendre, le sujet s'imagine et se compare. Donc, il s'imagine faire comme ou ne pas faire comme l'autre, et il compare ce dans quoi il se projette avec les images et les paroles de cet idéal, dont il se sert comme d'une boussole en quelque sorte. Ce temps peut se réduire à ne durer que l'instant du regard, mais peut aussi parfois devenir interminable, parce que le sujet reste pris dans cette oscillation imaginaire et de comparaison. C'est d'ailleurs fréquemment à cette occasion que le sujet peut se mettre à demander au conseiller d'orientation qu'il lui dise qui il est, ce qui lui correspond le mieux et ce qu'il devrait faire. Quant à mademoiselle O, nous pouvons supposer que durant ce temps pour comprendre, elle a spéculé sur ce que ferait l'autre, qui lui a fait cette promesse, si elle restait ou si elle partait. Elle est aussi venue se renseigner à la Cité des métiers où elle m'a rencontré. Troisième temps subjectif, le moment de conclure. Il est celui qui implique un acte de la part du sujet. Pour mademoiselle O, ce temps a nécessairement eu lieu avant le 21 juillet dernier, date limite avant laquelle elle devait donner sa réponse à l'école de formation. En tant que décision engageante pour son être de sujet, elle se sera probablement prise avec une certaine hâte et cette pointe d'angoisse qui lui est si caractéristique. Le moment de conclure est en effet ce moment très particulier de ce que Lacan appelle l'assertion subjective du sujet, c'est-à-dire le moment où le sujet s'affirme de son jeu. Ce moment du jeu de l'assertion conclusive est un moment qui s'assortit également d'une prise de risque. Ce que ne peut effectivement savoir mademoiselle O, c'est si cette vague promesse pourrait être tenue. Pour elle, le risque est de rester, mais qu'après coup, la promesse s'avère n'être que vague. D'un autre côté, partir, c'est savoir que quoi qu'il en soit, cette promesse ne pourra pas être tenue et qu'elle seule, au fond, en portera la responsabilité. La pointe d'angoisse qui pouvait être perceptible chez mademoiselle O était sans doute liée à cette idée qu'en fonction de sa décision, elle devrait peut-être assumer plus tard la culpabilité d'avoir un jour cédé sur son désir, pour des raisons qui sur le moment lui semblaient être les meilleures, mais qui, après coup, s'avéreraient avoir été les pires. L'angoisse de faire un acte, en effet, est celle de devoir répondre en quelque sorte au jugement dernier de cet acte et de ses suites, pour le dire avec les mots de Jacques Alain Miller. S'il y a angoisse au moment de prendre une décision d'orientation, c'est justement parce que les suites de cette décision ne peuvent être sues à l'avance, et qu'au moment de la prendre, cette décision, la certitude du sujet ne peut être qu'anticipée. L'angoisse est le signal d'un danger pour le sujet, dit Freud. En orientation, ce danger est celui de ne pas pouvoir savoir d'avance quelles pourront être les suites de la décision que le sujet va devoir prendre, et de ne savoir qu'une seule chose en revanche, c'est que quoi qu'il advienne, il faudra en assumer la responsabilité. Il s'agit de la peur de se tromper, de prendre une mauvaise route. Le cas de mademoiselle O se montre ainsi tout à fait illustratif du fait que la certitude et la vérité du sujet ne peuvent s'établir avant coup, ni au terme d'un jugement objectivo-rationaliste, et que l'angoisse en est sans doute le signe. La vérité de mademoiselle O se situe en effet dans l'acte qu'elle aura eu, c'est-à-dire celui d'avoir décidé de rester ou de quitter Paris. Au moment de conclure, sa certitude ne pouvait être qu'anticipée, et ce n'est qu'à l'occasion des remaniements dans l'après-coup de ce qui a manqué à faire vérité pour elle sur le moment de cette décision, qu'elle pourra dire qu'elle aura été la vérité qui avait alors présidé à son choix. Donc au fond, le cas de mademoiselle O nous montre également très bien qu'il ne s'agit pas tellement d'une vérité cachée à découvrir dans des profils ou des listes d'intérêts, de compétences, de valeurs et j'en passe, mais bien plutôt et foncièrement d'une vérité à décider, à fonder par un acte du sujet. La vérité, comme s'exprime Lacan, se manifeste dans cette forme de tension
temporel qu'est le moment de conclure donc, comme s'avançant seul dans l'acte qui engendre sa certitude. Pour cette raison, un acte ne pourrait finalement se juger qu'à son lieu d'émergence, à savoir au niveau du sujet, avance Jacques-Alain Miller. L'acte d'un sujet, poursuit-il, c'est qu'il l'accomplirait dans une certaine solitude, à son initiative. Ce serait dans l'acte qu'il se rassemblerait dans son unité, jaillissant pour une initiative. Revenons donc maintenant à notre problème de contretemps et à la façon dont il est possible de l'éviter, à la lumière des enseignements que nous pouvons tirer du cas de Mademoiselle O. Ce contretemps est celui d'avoir des pistes sérieuses tout en étant perdu, pour le dire avec les mots de la personne de mon premier exemple. Il est causé par les pratiques qui, d'être orientées par les outils et ce qu'ils font miroiter, ne permettent pas au sujet d'interroger son désir en comparant l'idéal qu'il voudrait être avec chacune des possibilités qui se présentent concrètement à lui. Ces pratiques techniques ne permettent pas une projection de soi à partir de ce qui existe dans le monde, mais à partir d'un soi idéal dans un travail idéal. Il s'agit donc d'une projection à vide, laquelle nous permet de mieux comprendre, effectivement, comment on peut avoir des pistes sérieuses tout en étant perdu. Telle est donc la vérité du contretemps de la majorité des pratiques contemporaines en orientation professionnelle. Ce contretemps et cette vérité n'ont toutefois rien de rédhibitoire ni d'éternel, si, au lieu d'orienter sa pratique selon le but de la méthode, le praticien décidait de partir plutôt de ce qui cause la demande de consultation. Que signifie partir de la cause de la demande de consultation ? Partir de la cause signifie partir de la question qui a surgi, le temps d'un instant de voir, et qui a fait énigme pour le sujet. Ce qui a fait énigme pour Mademoiselle O était d'emblée son désir, puisqu'elle avait le choix, là était bien son embarras, entre deux projets tout aussi concrets, réalistes et réalisables, comme on dit fréquemment, l'un que l'autre, et qu'elle ne cherchait aucun autre savoir sur le monde. Ce n'est en effet donc à partir des savoirs sur le monde du travail, de l'emploi et de la formation, tels qu'ils se présentent au sujet, il n'y a pas de vérité là-dessus, qu'il lui devient alors possible de commencer à interroger son désir par rapport aux possibilités existantes. Mais pour la majorité des personnes que nous rencontrons aujourd'hui, ce qui fait précisément énigme en premier pour elles n'est pas tant leur désir que ce qui existe et qu'elles pourraient faire et à quoi leur désir pourrait ensuite trouver ou non à s'accrocher. Comme le disait bien justement Olivier Lasvernias, le fondateur du concept Cité des métiers, à propos du Conseil en évolution professionnelle, la grande majorité de la population ne sait même pas ce dont elle peut bénéficier. Les personnes ne savent même pas comment faire pour savoir si cela vaut la peine de se lancer dans une VAE, par exemple, ou dans une formation. Alors que l'avantage de savoir, concernant l'existant, parmi ceux qui entrent en jeu dans un choix d'orientation, est d'être le moins compliqué à trouver. D'autant plus que les outils qu'ils permettent aujourd'hui, et depuis une dizaine d'années déjà, sont rendus accessibles à tous par Internet. Cela est un peu, je le dis rapidement, comme pour les métiers du tourisme. Aujourd'hui, c'est à nous de savoir quoi, où, quand et comment faire le choix de nos voyages. C'est toujours un choix. Partir de la question qu'apporte le sujet et donc, dans un premier temps, le conduire à pouvoir clarifier et formuler les savoirs qu'il recherche, en sachant que ce n'est qu'à partir des savoirs sur le monde qu'il pourra commencer à interroger son désir. C'est ensuite faire désirer s'orienter, en soutenant qu'un savoir susceptible de répondre à cette énigme, qui est celle donc de savoir quoi faire, existe. Il ne s'agit pas de faire supposer qu'existe un rapport entre lui et une profession, et qu'il suffirait d'appliquer passivement la méthode pour le connaître. Mais bien qu'existe un savoir, et qu'il est à construire, il est en effet à construire à partir des outils qui ont été rendus accessibles et dont il nous revient à nous, là, conseiller désormais la charge d'apprendre à savoir comment s'en servir. Et d'autre part, ce savoir est également à construire dans l'après-coup d'avoir mené ces recherches, puisqu'à nouveau, ce n'est qu'à partir du moment où le sujet a eu accès à ce qui existe qu'il peut alors commencer à s'interroger sur son désir. S'orienter à partir de ce qui cause la demande de consultation renverse totalement le paradigme de l'orientation qui a valu jusqu'à aujourd'hui. Car ce n'est plus le conseiller qui veut quelque chose du sujet, qui se sert de lui pour appliquer ses méthodes, quand bien même ce serait pour son bien, mais le sujet qui peut se servir du conseiller. Il peut se servir du conseiller pour lui apprendre à savoir comment s'orienter dans le monde avec les outils contemporains, à savoir ensuite comment décoder la complexité des règles, et à savoir enfin comment identifier, à partir des possibilités de choix qui lui restent, donc de nouveau après coup, quels sont ses intérêts, ses motivations, compétences, valeurs, qualités, etc., que les mondes du travail, de la formation, des financements exigent de lui pour valider son projet. Enfin, s'il le souhaite, il peut aussi se servir du conseiller comme d'une adresse, auprès de laquelle il est possible de venir déposer ce qui lui fait obstacle, l'embarrasse, l'inquiète.
Car au moment du temps pour comprendre, c'est bien en fonction des projections imaginaires, des comparaisons, de l'angoisse pressentie, d'une certitude qui ne peut être qu'anticipée, que le sujet peut avoir le plus besoin de l'écoute d'une personne en laquelle il sait qu'il peut avoir confiance pour lui parler de l'intimité de son désir et de ses embrouilles. Soit pas d'une personne dont il sait qu'elle n'a qu'une seule idée en tête, celle de lui faire faire sa méthode et ses outils. Il y a des choses d'une certaine délicatesse en orientation, mais celles-ci semblent totalement méconnues, alors qu'elles sont essentielles et même de base. Les méthodes et les techniques en orientation sont grossières, me semble-t-il, à laisser s'adultérer le sens de chacune des demandes qui nous est adressée et de balayer ainsi cette finesse qui pourrait pourtant donner toute sa valeur à notre profession. La clinique de l'orientation est bien en effet une clinique de l'orientation du désir. Et en cela, elle est aussi bien une clinique de l'angoisse de céder sur ce désir, en faisant le choix de telle route plutôt que telle autre. Cette clinique se situe quelque part entre un moment où a surgi une question qui fait énigme et un moment de décider où il n'est plus possible que de compter que sur soi-même. La fonction du praticien de l'orientation est d'accompagner, en quelque sorte, le passage entre ces deux moments subjectifs. Mais seule une pratique qui renonce à vouloir appliquer nos méthodes au sujet en vue de l'objectiver a chance d'y parvenir. Plutôt qu'un traitement identique pour tous, donc, une pratique au un par un, au cas par cas, qui part de ce qui cause la demande du sujet et de ce que nous enseigne tous les jours la clinique et la notion d'après-coup. Tel est l'acte qui serait à décider et qui permettrait, anticipons-le avec certitude, d'élever les pratiques de l'orientation à la dignité de leur objet qu'est le désir. Merci. Merci Stéphane Montagnier. Une belle illustration du fait que le Conseil ne peut venir qu'à contretemps. Car il suppose une délibération, c'est ce que le premier intervenant du mercredi matin nous avait appris. Il avait appelé ça le temps de la raison, c'est-à-dire le moment où on se désengage de l'expérience immédiate, on se met à l'abri des exigences du monde, un peu comme les jeunes danseuses se mettent à l'abri des effets délétères du monde au cours d'un stage de danse, comme nous l'a indiqué ce matin la deuxième intervenante. Je me tourne vers notre second intervenant, Max Genève, dont la machine à fantasmer a dû se mettre en branle assez rapidement à l'évocation de cette histoire d'eau. Si c'est une allusion à quelques textes érotiques que j'ai pu publier. Vas-y, reprends. Ah oui. Si c'est une allusion à quelques textes érotiques que j'ai pu publier, elle tombe à point nommé. Mais je préfère tout de même placer mon petit texte qui ne fait que 3 pages sous l'égide de Nietzsche, qui disait « Il n'est de meilleure discipline que de penser contre soi-même ». Entre parenthèses, c'est le genre de formule qui sert toujours parce que ça démonte immédiatement, évidemment, les arguments de vos adversaires, puisque en même temps, ils sont piégés eux-mêmes, puisqu'ils vont devoir penser eux-mêmes contre eux-mêmes, et comme vous pensez contre vous-même, on ne peut plus se rattacher à rien. Donc, je conseille toujours à des gens qui veulent entrer en polémique de se souvenir de ce mot de Nietzsche. Il n'est de meilleure discipline que de penser contre soi-même. La question que je me suis posée quand Jean-Louis Guerche m'a proposé de prendre part à vos travaux était celle-ci. À quel titre saurais-je me rendre utile à des gens dont je connais peu le métier, sinon la pratique ? Là encore une petite parenthèse, je connais ce métier tout de même un petit peu parce que je vis depuis de longues années avec mon épouse qui s'appelle Martine Gueigne et que certains d'entre vous ont peut-être connu et qui était conseillère d'orientation, d'abord à Strasbourg, au centre de formation, à Paris dans le 6e, à Puteaux, et qui a terminé sa carrière à la direction du CIO universitaire de la Sorbonne. Voilà. Donc, bien sûr, j'en ai entendu parler.
Trop même. Enfin, comment moi, Max Genève, né à Mulhouse en 1945, c'est pas d'hier, hein, sous le nom de Jean-Marie Geng, sociologue défroqué dès 80, date à laquelle je suis entré en littérature, comment pouvais-je espérer intéresser un public de conseillers d'orientation, psychologues de surcroît, et au nom de quelle expertise? Je ne voyais qu'une réponse possible, parler de mon pauvre cas, non pas en termes cliniques, certes, mais tout platement comme un cas de changement radical d'orientation professionnelle. Écartons la variante psychiatrique du TPM, ce trouble de la personnalité multiple sur lequel les spécialistes eux-mêmes n'ont jamais réussi à s'accorder, et du reste les écrivains, et leurs lecteurs par voie de conséquence, y sont associés en s'identifiant aux divers personnages qu'ils font mourir, vivre et mourir dans les fictions successives. Oui, il faut d'abord qu'ils vivent avant de les faire mourir quand même, dans les fictions successives dont ils sont les auteurs ou les complices pour les lecteurs. Bref, le romancier dont il est question ici n'est pas le docteur Jekyll d'un Mr. Hyde sociologue. Je sais bien que quand on invite un romancier, on s'expose toujours à le voir se livrer à quelques facéties, et je peux vous avouer que j'ai pensé à entrer ici en coup de vent, prendre l'air mortifié de circonstances et vous dire « Désolé, je suis obligé de repartir, j'ai un contretemps. » Mais bon, puisque je suis là et que vous semblez disposé à m'écouter pourvu que je ne sois pas trop long, je vais donc vous raconter comment j'en suis arrivé là. Par le train, tout simplement. En fait, l'histoire est un peu plus compliquée. Quand j'étais sociologue à Strasbourg dans les années 70, j'avais publié sur les conseils, avec l'appui de Roland Barthes, ma thèse sur la presse écrite, dont le titre était « Information, mystification ». 3 autres essais ont suivi, dont un brûlot sur le travail social dans la collection Combat du Seuil, les mauvaises pensées d'un travailleur social, lesquels m'ont valu assez vite une réputation incandescente, d'ailleurs imméritée, de sabreur. Ainsi, en 79, c'est loin, hein, me voici sur le plateau d'Apostrophe. Je précise à l'intention des plus jeunes qu'il s'agit d'une célèbre émission de télévision qui a vu passer toute la littérature française de cette fin de siècle, sans compter pas mal de faiseurs de livres. Invité donc par Bernard Pivot, l'animateur qui espérait me voir ruer dans les brancards. Parmi les autres invités figurait en effet un de ses collègues, un autre animateur bien connu et toujours en service, Michel Drucker, qui présentait un polar sur la télévision. Livre plutôt bien foutu, car écrit par un auteur de romans noirs de mes amis qui avait fait Le Nègre, évidemment. Ce dernier m'avait téléphoné la veille pour me demander de ne pas accabler son employeur. Pivot m'invitait pour cracher le morceau, avec les formes évidemment, et dans le même temps je devais me taire pour ne pas nuire au Nègre et éviter un procès. Double injonction et contradictoire dont je me suis tiré en m'extasiant devant la 4e de couverture du livre de Drucker qui affichait une photo de l'auteur, Michel Drucker, devant une machine à écrire, alors qu'il n'avait pas écrit une ligne du livre. Je me souviens qu'à la sortie, alors que je soupais avec mon éditeur de l'époque, Christian Bourgois, qui m'avait trouvé très convaincant, j'ai senti que cette livrée de polémiste ne me convenait pas, qu'elle ne pouvait que me conduire aux facilités et aux embarras d'une carrière médiatique, alors que mon seul désir était d'écrire, tout simplement. Curieusement, alors que la carrière de Jean-Marie Geng prenait de la consistance, dès le lendemain de l'émission, plusieurs magazines me proposaient des interviews. Les éditions Fayard voulaient que j'écrive un essai sur la télévision. J'ai décidé de tout arrêter. Mon passage de la théorie à la fiction, une sorte de coming out non sexuel, date de 80. J'en ai fait un court récit paru la même année sous le titre « La prise de Genève ». Avec la publication de ce récit, je répétais un geste accompli 15 ans plus tôt quand, en 65, à l'âge de 20 ans, au lieu de retenter le concours d'entrée à Normal Sup, où j'avais failli réussir l'admissibilité pour 3 points près, j'écrivis en quelques mois mon premier roman, paru 20 ans plus tard sous le titre « Jeune homme assis dans la neige ». Et c'est là que le titre de mon intervention, hommagé
couché dans le noir, évidemment, résonne avec ce titre, Jeune homme assis dans la neige, et je dois dire que c'est mon voisin qui m'a soufflé ce titre en me disant, tiens, pourquoi ne pas appeler ton intervention Au mur assis dans le noir. Il disait au mur parce que debout dans le noir, oui, ce qui est encore mieux, oui. Un très bon titre de polar d'ailleurs. Hein. Et il disait ça par délicatesse. Au mur, quand on est né en 45, c'est gentil, mais enfin, bon, il faut accepter. Hein. Voilà. Où est-ce que j'en étais ? Que l'on me permette de citer un passage de la postface, donc à ce premier roman paru en 85, 20 ans après que je l'eusse écrit, que l'on me permette de citer un passage de la postface rédigé pour l'occasion. Présomptueux, oui, comme tout possédé, impatient de libérer ce qu'il devine porter en lui d'exigeant, d'imprévisible, et qui pourtant le presse, et doublement présomptueux de dédaigner a priori le moule prestigieux de la rue d'Ulm. Mais diable, quand on s'aventure au roman, il faut se soustraire à l'influence des maîtres. On ne peut en même temps se disposer intérieurement à la création et s'enfermer dans un système collectif de préparation à un concours difficile avec son réseau névrotique et, somme toute, confortable, d'obligation et de défense. Bref, il avait choisi l'aventure, la littérature, qui n'est peut-être que cela, un abandon sans réserve, possible seulement dans un âge sans calcul, à l'informulable question du sens de l'écriture. Se soustraire à l'influence des maîtres, oui, mais donc aussi du maître que j'étais devenu en soutenant ma thèse de sociologie. Pour moi, en tout cas, écrire n'était pas compatible avec la posture professorale. Le roman exige bien plus qu'un savoir-faire narratif. Il demande, par un effort d'attention à cette part de nous-mêmes que nous ne maîtrisons pas, de laisser venir à soi les idées, les situations, ce que l'on nommait autrefois l'inspiration et où l'inconscient a sa part. Prendre ce qui vient comme ça vient, comme l'idée qui vient sans crier gare. Et d'où vient-elle cette idée ? Phénoménologie de l'idée qui vient, cela m'a traversé l'esprit. Aussi bien une étincelle de génie qu'un mauvais jeu de mots. Bref, le romancier doit renoncer au métalangage que le théoricien pratique. Pour rappel, les tentatives de nouveaux romans ont tout avorté. Il doit même, et cela choque parfois ceux qui n'entendent rien à la création littéraire, il doit renouer avec le non-savoir, la bêtise, la naïveté. Oui, renouer avec la bêtise. Retrouver en lui l'enfant qu'il a été. Pas facile quand on a construit sa stature d'auteur sur la maîtrise et la domination. Je voudrais ici citer une dame que vous connaissez peut-être, Susan Sontag, grande philosophe américaine et poétesse aussi, je crois, et qui, j'ai trouvé ça dans un petit bouquin d'un de mes amis qui s'appelle Guylain Ripaud, 10 fois quelque chose plutôt que rien, et ça je l'ai trouvé après avoir écrit mon texte, et je trouve qu'elle dit quelque chose qui va tout à fait dans ce sens. Donc Susan Sontag écrivait en 61, il y a 4 personnes dans un écrivain. 1, le cinglé, l'obsédé. Bon, ça on a vu, c'est les textes soviétiques. 2, le crétin, ça vous êtes en train de le voir. 3, le styliste. 4, le critique. Le numéro 1 fournit le matériau, le 2 l'exprime, le 3 c'est le goût, le 4 l'intelligence critique. Un grand auteur réunit les 4, mais on peut être un bon auteur avec seulement le 1 et le 2, c'est-à-dire avec une certaine dose de folie, d'obsession et une certaine bêtise agissante. Ce sont le 1 et le 2, ce sont les plus importants. Voilà ce que dit Susan Sontag, et je trouve qu'elle n'est pas loin d'avoir raison, surtout quand on écoute en général les romanciers parler de leurs textes. Bon, alors là, il y a une toute petite parenthèse, oui, qu'il m'ait fallu en 80, sans fortune personnelle, monter à Paris pour me lancer dans la carrière.
en abandonnant mon poste à Strasbourg est une autre question. À l'époque, il existait encore des éditeurs prêts à miser sur un jeune auteur en lui versant un valoir conséquent. J'ai eu cette chance, impensable aujourd'hui. Oui, ça a beaucoup changé. Agissant de la sorte, en mêlant biographie et réflexion sur le concept même d'expertise, instaurant ainsi sous les pas du chercheur un sable qui doute, tout sauf sur un terrain stable et sûr, ce que Valéry appelait le sentiment du sol, je risque de me voir accusé de manquer de sérieux ou plus grave, d'instiller le scalpel de l'ironie ou de l'autodérision entre le savoir au nom duquel je prends la parole et l'aspiration à la vérité dont procède une honnête recherche théorique. Certains attendaient peut-être que je me ruasse, sans préliminaire sur la notion de contretemps, sans prendre la peine d'établir le lieu d'où je parle. C'est pourtant ce que je viens de commencer à faire. À supposer que je commence jamais, aimait à dire pour achever de déconcerter son auditoire mon maître et ami Jacques Derrida. Vous voilà rassurés, nous savons d'où nous parlons, c'est toujours ça. Le temps juste du contretemps doit venir à son heure. Le mot le dit, le contretemps déjoue la prévision, bloque le projet, parasite le planning, interdit la programmation, bref, suspend l'action et la mesure que celle-ci imprime au temps qui passe. Littré, qui n'en rate pas une, cite ce vers de Racine que j'ai toujours trouvé involontairement comique. Il est des contretemps qu'il faut qu'un sage essuie. Il est des contretemps qu'il faut qu'un sage essuie. C'est un alexandrin. Terme de danse, ajoute le dictionnaire, action de sauter sur un pied avant de poser l'autre qui est en l'air. Oui, mais si l'autre reste en l'air, de quoi aura-t-on l'air ? Bon, j'enfonce une porte ouverte. Le temps du psychologue ou du chercheur n'est pas celui du romancier. Les lois de la science ne s'appliquent pas dans la fiction. Le plombier compte ses heures, le sportif de haut niveau calcule en centièmes de seconde, le pilote de Formule 1 en millième de seconde, l'historien surplombe les siècles, le géologue ou l'astrophysicien mesure en millions d'années. L'écrivain, mais aussi le musicien ou l'artiste jouent, eux, sur tous les tableaux et introduisent une notion qui ne peut que hérisser le théoricien, celle du sentiment du temps, si proche de celui du beau. Tous les grands auteurs, de Goethe à Borges, de Balzac à Musil, de Proust à Kundera, savent communiquer ce sentiment dans les histoires qu'ils inventent. Et plus immédiatement encore les compositeurs. Si l'on veut bien, avec Simone Weil, la pesanteur et la grâce, définir le beau comme Dieu présent dans le réel, tel motif d'une sonate de Fauré, telle attaque d'un quatuor de Janacek nous en livre la formule comme par enchantement. Il y a sans doute une autre raison qui m'a fait déserter la théorie, elle n'est pas politique. Chacun se sait mortel. À l'époque de mon entrée en littérature, j'éprouvais de plus en plus intensément, comme une sensation à la fois toujours présente, térébrante et insaisissable, la conscience de ma finitude. De mes longues études en philosophie et en sociologie, aucune connaissance ne me semblait assez solide pour étayer une quelconque pensée de la mort. Je parle d'une pensée de la mort, non d'un savoir, puisque ce savoir ne s'apprend, si j'ose dire, que sur le tas, et trop tard pour être communiqué. Je trouvais, en revanche, dans quelques poèmes, dans de nombreux romans, un aliment plus riche pour nourrir ma méditation, comme par exemple dans ce passage d'un roman de Nabokov, La transparence des choses, où il évoque cette mystérieuse manœuvre mentale pour passer d'un état de l'être à un autre. La mort, certes, peut être un contretemps radical, mais à son travail souterrain, à la multiplication des signes du vieillissement organique, il n'y a pas de contretemps qui vaille. Alors, si j'en ai le temps, et pour donner un fondement à mon propos, j'ai eu l'idée de choisir une page, non pas de chacun de mes livres, ce serait long, j'en ai signé 35, mais de chacun de mes noms, soit un fragment d'un essai de Jean-Marie Gaigne qui s'appelle « Censure », paru en 1975, donc j'avais 30 ans, un fragment d'un roman de Genève, un fragment d'un roman de Genève, qui est le dernier qui est paru d'ailleurs, Le jeune homme qui voulait ralentir la vie, et entre les deux, une petite page, La prise de Genève, dont la première édition était signée des deux noms, Jean-Marie Gaigne, Marc Genève. Donc voilà, donc Censure, introuvable.
malheureusement, mais c'est une toute petite page. Ce qui fonde un auteur. Un grand écrivain a toujours derrière soi un nombre appréciable de titres, romans, nouvelles, essais, poésie, théâtre, d'œuvres de jeunesse et de maturité sur lesquelles s'assoit sa notoriété. Mais il a aussi et d'abord derrière soi son propre derrière, sur lequel il s'assoit comme tout le monde. Cette constatation paraîtra banale aux esprits superficiels et impies qui ont décidé une fois pour toutes d'ignorer la biographie et l'œuvre des grands écrivains, voire d'en nier, excusez du peu, jusqu'à l'existence. Elle peut toutefois aussi conduire à de nouveaux classements les critiques littéraires, les essayistes, les chercheurs et producteurs de thèses, tous gens à tremper les doigts dans la naphtaline universitaire pour en retirer les restes des grands auteurs qui y sont conservés et les examiner avec méthode et rigueur. On ne saurait trop conseiller aux habitués de l'opération de bien se laver les mains après pour éviter qu'ils ne se confisent eux-mêmes et de leur vivant dans ces émanations naphtées. Ce principe nouveau de classement, réellement inouï et proprement fondamental, pourrait alors être de grouper les auteurs selon les dimensions, la consistance, la structure ou la physionomie de leurs postérieurs respectifs. Le génie n'est pas exempt de cul. Il y en a qui lisent l'avenir dans les mains, lisons le passé dans les arrière-trains. Ainsi, Valéry, Gide, Mauriac, peu fourni, triste même de ce côté-là, pourrait constituer une classe accomplissant l'idéal ascétique du fondement d'auteur. À l'opposé, on trouvera Balzac, Claudel, Roger Martin du Gard dans la classe des bienséants, puisqu'abondamment fondés, ils ont pu passer avec raison pour des écrivains profondément assis. Les conséquences d'une telle distribution sont encore incalculables, mais ceci déjà s'impose, le cul n'est pas insignifiant. Des fesses maigres, décharnées, inquiètes font la posture assise douloureuse. Cette douleur passe dans l'écriture, nerveuse, ténue, impatiente, énoncés coupants et lapidaires. Il se lève souvent, fait quelques pas, se rassoit, ne tarde pas à bouger sur sa chaise. Assis, les gros culs se sentent à l'aise, la phrase se répand, le texte est voluptueusement volubile et volumineux. Ils sont donc plus vulnérables à la critique. La justesse d'un coup de pied au cul n'est pas seulement en fonction de l'adresse de celui qui le décoche, mais aussi de la largeur des fesses de celui qui le reçoit. Bon. Non, le livre était quand même un livre de théorie et de, et de polémique, mais il y avait quelques passages qui marquaient bon, le peu sérieux de mon... Alors la prise de Genève, c'est pas dans le même registre, je vous rassure. Le 20 janvier, Lenz partit dans la montagne. Lenz, vous savez, c'est un poète qui a connu Goethe et dont le dessin tragique a inspiré un joli texte à Georg Büchner. Le 20 janvier, Lenz partit dans la montagne. Le 21 janvier, G naquit à Mulhouse, au Rhin. À l'époque où se précisait l'idée d'endosser le nom de Genève, j'avais perdu toute assurance dans mon savoir antérieur. Je flottais, le sol jonché de convictions philosophiques et politiques mortes. Il est naturel que celui qui a perdu connaissance prenne le nom d'un lac intérieur. Et la terrible aspiration du vide. Le départ des maîtres enchanteurs me laissa désenchanté. Je compris l'imposture arrogante de la maîtrise qui gouvernait les livres de théorie écrits par mes contemporains, mes amis parfois, qui gouvernaient mes propres textes. Affirmés, réfutés, ce monde se détacha de moi, échu dans les eaux bouillonnantes, dans le vortex du lac de Genève. Cette plongée était donc une éclaircie. La tempête écartait les nuages et y déchirait un lac d'un bleu limpide. On dit qu'à la fin, tout s'éclaircit. Oui, le retour à la littérature voulait dire ceci. La littérature, comme non-savoir, en sait plus sur le savoir que la philosophie comme système du savoir. Ou la poésie. Hölderlin aussi. Sur le lac flotte un cygne. Ma fuite en Égypte, ma traversée du désert, ma course dans la montagne, Genève. Aménophis IV se fit Akhenaton, il voulut changer de capitale, déserta l'antique Thèbes, la ville sainte, et bâtit la cité d'Horizon
au bord du Nil. J'ai bâti Genève au bord d'un lac où se perdre. Mon nom me fait signe entre deux eaux. Encore une histoire d'eau. Et si vous êtes assez patient, je peux vous lire juste un petit passage de mon dernier roman. Ça se fait, mon éditeur me pousse. Allons, Max. Alors, le livre s'appelle « Le jeune homme qui voulait ralentir la vie ». Nous sommes un peuple peu connu. Notre existence est souvent passée sous silence quand elle n'est pas simplement ignorée. Et pourtant, nous sommes bien vivants et n'appartenons pas plus que vous au royaume des ténèbres. Nous habitons toute la surface de la terre, mêlée à la foule des autres terriens. Nous n'avons pas de pays proprement dit, aucun territoire à nous, et ne constituons pas une nation, encore moins une race. Nous pouvons avoir la peau noire ou blanche, brune ou jaune, comme tous les individus de cette planète. Notre histoire est aussi vieille que celle de l'humanité, bien qu'elle ne soit consignée nulle part. Notre apparence physique ne tranche pas sur la vôtre, même si on nous trouve souvent un air endormi ou effaré, les traits du visage brouillés, les gestes vagues, languides, l'allure de somnambule. Le fait est que sur les 24 heures que dure la journée telle que la définit la mesure du temps communément admise, nous endormons au moins la moitié. La lenteur aussi nous caractérise, mais nous ne la subissons pas, elle est notre passion. Tout cela est inscrit dans le mot qui nous nomme et qui ne figure que dans peu de dictionnaires. L'endort viendrait d'une galéjade, un rien l'endort. L'étymologie n'est pas avérée. Moi, la vie m'endort, et pour tout dire, mourir m'endort. Peu parmi vous s'avisent de notre présence. Il est vrai que nous évitons autant que possible de nous déplacer en voiture ou en moto. Nous sommes donc bien obligés de nous fier au transport en commun. Le culte de la vitesse est ce que nous comprenons le moins dans vos habitudes. Nous ne sommes jamais pressés. Le temps que nous aimons prendre nous le rend bien. Si nous pouvions, nous ralentirions la course des choses, autant pour les mieux comprendre que pour en capter toujours plus intensément la substance. En partant dès l'aube et en marchant d'un bon pas, comme vous savez si bien le faire, vous arrivez avant le soir, là où vous ne vouliez pas aller. Nous, au contraire, nous savons où nous allons, qui nous hèle en silence depuis la nuit des temps. Grands voyageurs dans les régions laissées en blanc sur la carte de nos songes, peut-être ne sommes-nous pas tout à fait sortis des limbes. Voilà. Merci Max Genève. Pour l'anecdote, je n'avais jamais lu Max Genève avant, enfin il y a encore 2 ans. Je l'ai rencontré par hasard, si je puis dire, puisqu'il concourait pour un prix littéraire dans le Périgord. Et étant membre de ce jury, j'ai été obligé de lire Max Genève, avec grand plaisir, je dois dire. Et je m'étonnais moi-même, je m'étonne toujours d'avoir ignoré cet auteur jusqu'à présent. Enfin, il y a probablement, lié à des problèmes d'édition, etc. Car je suis quand même un assez bon lecteur, au sens où je lis beaucoup de choses. Et j'ignorais jusqu'à l'existence donc de cet écrivain nommé Max Genève. Donc, je vous invite, et vraiment, c'est toujours difficile de faire ça en présence de l'auteur même, mais à commencer à lire Max Genève. Et si vous ne continuez pas à lire Max Genève, je vous conseille de changer de psychanalyste ou d'aller en consulter un de manière assez urgente. Pour commencer, je vous inviterai plutôt à lire Virtuose, peut-être à aller vers un livre qui s'appelle Ramon, et à remonter alors un roman qui s'appelle Mozart, c'est moi, qui est un roman, mais en même temps qui est très érudit. Voilà. Et vous pouvez aussi commencer par Le jeune homme qui voulait ralentir la vie. C'est délicieux, c'est une fable contemporaine. Il y a eu une recension dans le Canard enchaîné il n'y a pas longtemps, mais qui n'était pas très bonne, parce que le journaliste essayait de décrire l'action, et puis il n'y en a pas tellement en fait, donc c'était assez périlleux comme exercice. Mais c'est une fable sur le pouvoir, en quelque sorte. Voilà. Le moment est venu peut-être. Alors évidemment, c'est les télescopages des 2 interventions
Normalement, on doit produire quelques étincelles. Donc, la parole est à la salle. Hein, enfin, allez-y. Nous disposons, d'après les merveilleuses organisatrices, de peut-être une vingtaine de minutes encore. Voilà. Tu appuies sur le bouton. Ça y est, c'est bon. Oui, il me semble que le point commun entre les deux exposés, c'est la question de l'acte. Je ne sais pas si vous seriez d'accord tous les deux pour dire ça. De l'imprévisibilité de ses conséquences. Ce suspens de la pensée, c'est un moment où on s'arrête de penser. Et il me semble que ce que décrit Max Genève, c'est un moment de cet ordre-là. Hein, le moment où il décide, et même le moment où il prend son nom d'auteur. C'est-à-dire ça vient condenser, attraper quelque chose, il me semble. Est-ce que vous seriez d'accord avec cette idée-là ? La question s'adresse tous les deux. Enfin, il me semble que c'est ce qui peut faire point commun entre vos deux exposés de styles tout à fait différents, mais tout aussi passionnants l'un que l'autre. Oui. Ben, je ne sais pas parce que oui, on pourrait penser au cas si finement décrit par mon voisin de haut et enfin, pour ce qui me concerne, quand j'ai changé de nom, je le liais vraiment à une période, je dirais, plutôt dépressive, quoi. C'est-à-dire que je n'avais plus du tout le sentiment, alors que ma carrière de polémiste, comme on dit dans l'édition, commençait à marcher. Je publiais des nouvelles dans Le Monde. J'étais demandé par pas mal de magazines pour des textes polémiques sur la télévision, sur la presse, sur les journalistes, puisque j'attaquais dans plusieurs de mes livres nommément des gens. Par exemple, dans Traité des censures, je m'étais attaqué à... J'avais divisé le livre en 4 catégories. Les gens qui étaient égratignés, agressés, honnis et vomis. Alors, j'égratignais quelques-uns de mes maîtres, Barthes, Derrida, etc. Et par exemple, vomi était Étienne Moujotte, qui, je crois, travaille toujours à TF1 à 75 ans passés. Bon. Pourquoi je vais vous raconter ça voilà. Donc pour dire, oui, il s'agit bien d'un acte qui a cassé quelque chose, c'est-à-dire ma carrière d'ancien universitaire, de gens qui a un certain savoir reconnu, etc., et que je ne voulais plus assumer. Voilà. Je vous laisse la parole. Oui, mais est-ce que ce qui caractérise l'acte, ça n'est pas justement un moment où on est dépouillé de quelque chose ? Pardon. Oui, où on est un moment où on n'est plus à peser le pour et le contre, et où, enfin, je ne sais pas de quoi on est dépouillé, peut-être du moi. Il y a quelque chose qui se défait au moment. Ce qui caractérise l'acte, il me semble que c'est ça. Il me semble que c'est ce que j'ai entendu dans votre exposé, Stéphane Montagnier. Oui, enfin, il y a quelque chose dépouillé. En tout cas, on s'avance, comme le dit Lacan, on s'avance. La vérité s'avance seule. Et finalement, le moment de l'acte, c'est bien parce qu'on ne peut pas anticiper les suites qu'il y a une prise de risque nécessaire. Et que c'est du fait d'avoir fait cet acte-là, c'est parce que je l'aurais fait, c'est l'acte que j'aurais eu. Et ensuite, en fonction des conséquences, que cela va me constituer. Donc, d'une certaine manière, on est dépouillé, mais c'est presque... Est-ce qu'on est dépouillé ? C'est constituant d'avoir un acte. Donc, dire qu'on est dépouillé, je ne sais pas si on s'approche de ça, mais finalement, c'est pas tant... En prenant ce risque de faire un acte, de poser un acte, on devra en assumer les conséquences, et à partir de là, c'est l'acte qui fonde le sujet. C'est ça que j'essaie surtout de dire. Et là, effectivement, dans votre propos, enfin, moi, j'ai eu ce sentiment-là, c'est que ce changement de nom fonde
Max Genève. Il n'aurait pas... Voilà. Donc, il n'est pas dépouillé, Max Genève, au début, d'une certaine manière, parce que l'acte est posé que Max Genève existe. C'est exactement ce que je pense avoir saisi de ce que Lacan voulait dire, et que j'ai voulu essayer de retraduire là, dans ce texte, pour essayer de démontrer que finalement c'est idiot, me semble-t-il, de vouloir chercher ça avant, avec des méthodes tout aussi scientifiques soient-elles et objectives, parce que ce n'est pas comme ça dans la réalité que les choses se passent. On aurait bien pu vous faire passer tous les tests qu'on voulait avec toutes les méthodes. C'est pas ça qui aurait fait qu'à un moment vous faites cette décision. Je plains le psychologue par avance. Hein. Si vous me permettez juste une petite association d'idées sur ce qui se passe en ce moment. J'ai connu dans ma jeunesse quelqu'un qui s'appelait aussi Max et qui était auteur et qui lui était marié avec une psychanalyste et qui n'a jamais fait de psychanalyse parce qu'il craignait de ne plus pouvoir créer, de ne plus pouvoir écrire. Et une autre réflexion sur ce qui se dit, puisqu'on a un auteur d'un côté qu'on pourrait qualifier d'artiste et de l'autre on a un psychanalyste et on cherche tous des interprétations. Et Lacan disait, à propos du roman de Marguerite Duras, du ravissement de Lolwestein, le psychanalyste n'a pas à faire le psychologue là où l'artiste lui ferait la voix. Voilà, c'était ça que je voulais vous partager. Du frayage. Frayer la voie. Merci. Qui est-ce qui veut répondre, le psychanalyste ou... Alors, je ne suis pas psychanalyste. Je suis en analyse, je participe aux travaux, mais je suis psychologue. Voilà, je ne m'autorise pas à me dire analyste et je n'ai pas de cabinet. Encore, mais ça viendra peut-être. Un acte sera nécessaire. Avec un bon conseiller d'orientation, à mon avis, vous devriez y arriver. Je ferai la voix. Oui. Cette idée des écrivains qui n'ont pas intérêt effectivement à fréquenter des psychanalystes, on peut le penser. On peut le penser, mais en même temps, on peut se dire que si certains romanciers fréquentaient plus fréquemment des psychanalystes, ça éviterait peut-être à la littérature de s'enfler inconsidérément de nombreux livres. Mais bon, la corporation des écrivains va me tomber dessus. Mais comme disait Paul Valéry, je crois, confier sa peine au papier, source de bien des livres et de tous les plus mauvais. Enfin, bon. C'est Valéry, hein, c'est pas moi. C'est vrai que c'est... Excusez-moi, je reprends un petit coup la parole. C'est intéressant ce que vous dites, mais en même temps, j'ai peur que ça ne soit quand même une illusion. Parce qu'il y a aussi beaucoup de gens qui ont fait des psychanalyses, ça ne les empêche pas d'être enflés. Est-ce que je peux répondre ? Moi, je reprendrai aussi ce que dit Lacan. En tout cas, les psychanalystes, en tout cas, ont tout intérêt à fréquenter les artistes, parce que les artistes, effectivement, interprètent, ils nous interprètent. Et donc, à ce compte-là, un analyste a tout intérêt à être au contact des artistes. L'artiste essaie de toucher un réel, et c'est en ça, me semble-t-il, qu'il nous interprète. Et donc, le psychanalyste, en tout cas d'orientation lacanienne, s'oriente à partir du réel. Oui. Écoutez, au-delà du plaisir réel, intellectuel, partagé pendant ce moment, je pense que c'était la finalité de cette tribune, méconnaissant en même temps la réalité du terrain pour y avoir passé beaucoup d'années, dans les collèges, dans les lycées professionnels, je m'interroge aussi, je me pose des questions par rapport à nos jeunes collègues futurs psychologues de l'éducation, j'espère psychologues conseillers en orientation toujours, même si on inverse les termes. Je m'interroge un petit peu et je me pose des questions, je me dis, et je leur souhaite bonne chance pour pouvoir en particulier reprendre la proposition
proposition de M. Montagnier à la fin, qui est finalement une clinique de l'orientation du désir au cas par cas. Je souhaite à nos futurs psychologues conseillers d'orientation bien du plaisir, connaissant les tensions, les enjeux de ce qui se joue dans les établissements scolaires et connaissant l'ouverture d'esprit d'un certain nombre d'enseignants et de chefs d'établissement. En clair, je ne sais pas trop ce qu'ils vont pouvoir faire de votre proposition. Certains ont commencé à agir, ne vous inquiétez pas. Allez-y, madame. Voilà, excusez-moi, je voulais rebondir tout de suite sur la question et de la psychanalyse qui empêche de créer. Ça peut être tout à fait l'inverse. C'est-à-dire que permettre à quelqu'un d'aller dans le sens de son désir, si son désir est de créer, ça va marcher, je veux dire. Enfin, ça va marcher, ça va peut-être lui permettre de créer. Voilà, ça c'est la première chose. Et la deuxième chose, après c'est plus complexe pour ceux qui s'arrêtent en cours d'analyse, effectivement, de créer. Mais c'est très complexe. Et puis, le deuxième point, c'est qu'effectivement, on a besoin des artistes. On a besoin de la littérature, on a besoin de l'art du spectacle, on a besoin de la peinture. Je veux dire, Freud l'avait déjà dit en disant que Stefan Zweig avait dit d'une façon mieux que lui ce qu'il avait essayé de théoriser. Hein, donc, effectivement, les artistes nous apportent quelque chose sur la question du réel, et pas pour qu'on puisse les interpréter, mais pour qu'eux puissent nous apporter quelque chose. Voilà. Oui, alors Sylvie Amici, une fausse question. Je me demandais si avant de jeter les méthodes avec l'eau du bain, il ne faut pas que je touche. Est-ce que justement les méthodes ne sont pas là pour certains individus qui ne sont que dans une succession d'actes ou qui sont simplement dans le fait d'être complètement agis par l'extérieur, si les méthodes ne sont pas là justement pour créer du temps pour cet instant du regard et ce moment de comprendre? Mais il est parti. Ah non, il est là. Vous êtes là. Alors, oui, pourquoi pas? Parce que la principale critique que je fais aux méthodes, c'est de rester effectivement centré sur le soi, au sens où on dresse un idéal de soi dans un travail idéal. C'est-à-dire que ce qui me paraît vraiment étonnant, c'est que quel que soit le choix qu'on ait à faire, enfin, je veux dire, pour prendre quelque chose de tout à fait simple, si je dois faire le choix d'un appartement, le choix d'une voiture, j'ai bien besoin de savoir qu'est-ce qui existe pour ensuite pouvoir repérer la voiture qui va finalement mieux me convenir, l'appartement qui va me convenir. Tant que je reste sur... L'autre jour, je suis allé au restaurant, je suis tombé sur un serveur qui était un conseiller d'orientation expert en méthode reconverti, et donc je lui dis, voilà, je ne sais pas ce que je vais manger. Donc il dit, oh, vous ne connaissez pas votre profil gastronomique. Et donc, moi, je demandais la carte, je voulais savoir ce qu'il y avait, et à partir de ce qu'il y avait, à quoi mon désir allait pouvoir s'accrocher. Ensuite, alors, s'il y a jamais il y a quelque chose que je ne sais pas, que je ne comprends pas, j'ai besoin de lui poser la question, de savoir, et ça, qu'est-ce que c'est que le lit de machin chouette, avec son truc muche en surmonté, enfin, j'invente quelque chose. Et non, non, surtout pas me donner... Non, vous connaissez pas votre profil. Et donc, vas-y, qui me fait faire réfléchir à mes 5 expériences gustatives vécues, qui me propose ensuite un test psychotechnique sur est-ce que vous aimez manger des légumes, est-ce que vous préférez la viande, est-ce que vous avez qu'elle soit cuite, est-ce que... bref. Je veux dire, pour faire un choix, quel qu'il soit, je ne dis pas que faire un choix d'un plat dans un menu ou d'une voiture ou d'un n'importe quoi, c'est la même chose qu'un choix d'orientation. On est bien d'accord, puisqu'un choix d'orientation, ça engage quand même sa personne d'une manière tout à fait différente. Mais le principe du choix, c'est que je ne peux pas faire un choix tant que je ne sais pas ce qu'il y a concrètement. Et donc, le reproche que je fais, c'est qu'on n'aborde jamais ce qu'il y a concrètement, comment, alors qu'aujourd'hui, les outils sont là, justement, ils existent, ils permettent de savoir qu'est-ce qui existe et comment. On reste centré plutôt sur, dans l'idéal, ce serait ça avec un métier idéal. Donc, on fait rêver les gens, et puis ensuite, on leur dit, alors maintenant, vous faites l'enquête, allez, à bientôt. Mais les personnes, aujourd'hui, elles ont besoin, justement, vu la complexité des choses, qu'on les accompagne à savoir comment la faire, cette fameuse enquête.
qu'est-ce qu'on doit se poser comme question au vu des possibilités d'entrée en formation, par exemple, de ces financements, est-ce qu'il y a un marché de l'emploi pour telle profession, de quelle nature sont les emplois. Et ensuite, une fois que je repère ça, enfin que l'individu repère ça, et bien là, il va pouvoir dire, bon, effectivement, moi, je préfère prendre ça parce que c'est là que je suis en mesure de dire, ben, en fait, ça me plairait parce qu'il y a un travail comme qui me conviendrait, parce que la rémunération est ceci, parce que la formation me permet d'aller. Je pense qu'il y a des individus qui fonctionnent sur certains modes, d'autres sur d'autres, et d'autres sur d'autres qu'on n'imagine encore pas. Mais qu'effectivement, certains individus rentrent au restaurant aussi avec l'idée qu'ils ont un goût, qu'il y a des choses qui les intéressent plus, mais qu'il faut aussi la connaissance de la carte du restaurant pour faire le choix. Voilà. Je ne pense pas qu'il y ait une entrée qui soit plus à favoriser que l'autre. Ah oui, je n'ai pas spécialement soutenu ça, mais il me semble en revanche qu'aujourd'hui, l'entrée qui est massive, c'est quand même celle des méthodes et on réfléchit dans l'idéal. Et puis ce qu'il en est dans le monde concret, on s'en fiche un peu. 2 dernières questions. Allez-y. Voilà, vos 2 interventions, ça me fait penser à un atelier d'hier où la personne, je ne sais pas si elle est dans la salle, la personne qui est éditeur de tests, je ne me rappelle plus son nom, nous disait au cours de l'atelier qu'il avait, lui, il a beaucoup fait de bilans de compétences. Donc je ne sais pas, peut-être s'il est dans la salle, c'est peut-être lui qui peut parler parce que je fais que répéter, je vais faire que répéter ce qu'il a dit, mais plus mal. Comme il a fait beaucoup de bilans de compétences, et je pense qu'à la Cité des métiers, peut-être que vous avez plus comme public les adultes, enfin ça je ne sais pas. Donc en bilan de compétences, il disait qu'il avait remarqué que dans une première partie de vie, on pouvait résumer un peu la recherche des gens en orientation professionnelle sur je suis donc je fais, et dans une deuxième partie de vie, c'était plus je fais donc je suis, les gens allant plus vers là dans la recherche de leur être profond. J'ai pas compris la question, donc. Non, c'était pas une question, c'était juste pour illustrer ce que vous avez, enfin, ce que j'ai compris de l'intervention d'hier, qu'il y a comme 2 moments dans la vie où dans la première partie de la vie, on a besoin de savoir plus qui on est et pour savoir ce qu'on va faire. Et c'est ça. On avait fait le même atelier, mais c'est difficile à restituer. Et dans une deuxième partie de la vie, eh bien, on a fait, et après, on est plus à la recherche de son être. Catherine, oui. Oui, j'entends bien ce que vous nous avez dit et j'y adhère sur la nécessité de prendre en compte la singularité du sujet, étant aussi assez préoccupé par assez préoccupé aussi par, je dirais, une inflation de procédures et de protocoles qui envahissent le champ, y compris de la psychologie, notamment par le biais de tout ce qui tourne autour de l'orientation professionnelle des adultes et de l'insertion. Je pourrais donner des détails si vous le souhaitez. Mais dans votre dernière réponse, je m'inquiéterais du fait de ne présenter que des solutions existantes à des jeunes justement qui sont en plein développement et du coup d'opposer le probable au possible. C'est-à-dire que les jeunes, les adolescents qui sont en pleine construction identitaire ont aussi besoin d'idéal, de possibilités d'identification. Et donc une présentation, je dirais, trop rabattue sur ce qui semble possible et qui n'est pas exempt d'interprétation et de représentation fortement irriguée par les biais sociaux, reviendrait en fait à augmenter les inégalités et les discriminations. Donc peut-être qu'il y a aussi là des questions de temporalité. Ce que vous nous avez décrit concerne des adultes qui ont déjà fait un certain chemin. Les conseillers d'orientation psychologue ont très largement à faire avec un public d'adolescents, de collégiens, de lycéens, qui justement sont en pleine construction et n'ont pas besoin seulement de savoir ce qui existe, mais aussi ce qu'il pourrait devenir. Et notre rôle, c'est aussi
de favoriser ce développement, cette émancipation. Ça va pas. Je suis d'accord, mais je partage tout à fait. Je l'indique également. Je partage tout à fait ce point de vue-là. Ce que j'indique, c'est qu'il ne s'agit pas de rester sur un idéal qui derrière ne renvoie pas à une réalité. C'est à partir du moment où vous pouvez constater le choix qu'il y a, et c'est pour ça que je précise dans mon texte, selon la manière dont la personne se la présente, avec tous les biais que vous pouvez indiquer, mais ça, qu'est-ce qu'on y peut... Enfin, je veux dire, il n'y a pas à dire à une personne, c'est comme ça qu'il faut voir la chose et pas autrement. Là, il faut accompagner la personne, effectivement, à la décrire comme elle l'aperçoit. Ensuite, les entretiens, c'est la dernière partie. Il me semble qu'il s'agit de permettre aux personnes de pouvoir effectivement partir de ce qu'elles désirent. Ça n'empêche pas d'utiliser des méthodes non plus pour pouvoir repérer quels sont globalement les intérêts qu'un jeune peut avoir. Je reçois des jeunes à la Cité des métiers. C'est pour moi pas tellement différent de personnes adultes. Dans ma pratique, en tout cas, je ne le constate pas. Et que leur permettre ensuite de pouvoir appréhender comment est-ce qu'elles peuvent repérer ce qui existe, leur permet, lors des entretiens suivants, de venir justement discuter avec nous de ce qui peut faire obstacle, barrage, ce qui inquiète, précisément parce que là, les idéaux que la personne peut avoir se trouvent un peu démontés, ou qu'au contraire, il s'agirait de pouvoir les prolonger. Comment est-ce qu'on pourrait faire pour que cet idéal-là que j'ai puisse se poursuivre? Il ne me semble pas que ce soit contradictoire. Ce que j'essaie juste de faire passer comme message, c'est que... Et puis, c'est pas... Évidemment, je suis pas un conseiller d'orientation psychologue qui intervient dans les collèges et les lycées. J'ai été invité en qualité de praticien, effectivement, du côté orientation professionnelle continue. Mais... il me semble qu'effectivement, jeunes ou pas jeunes, majoritairement, dans les pratiques que j'observe, à nouveau en professionnel, on reste centré sur le soi, comme si la réponse était en soi. Alors que en soi, on peut avoir un idéal et des désirs qui ne sont pas si facilement déchiffrables que ça. Ce que j'essaie d'indiquer, c'est que la majorité du temps, ce n'est qu'après coup qu'on arrive à en faire un décryptage. Et que ce qui fait vraiment défaut, c'est qu'est-ce qui existe. Or, c'est souvent à partir de ce qui existe que je peux dire ça me plaît parce que précisément, ma grand-mère faisait ça, pour trouver l'idéal. Vous voyez ? Donc, partir d'un idéal dans l'abstrait, à partir de rien, me paraît pas être tellement efficace. C'est le premier exemple que je donnais. Elle fait quand même 14 heures d'entretien où on l'a bardée de tests et tout ce qu'on veut. Elle en arrive à ce que je voulais faire. C'était ça. On voit bien que justement, l'idéal qu'elle a, c'était de devenir éducatrice et que ça n'a pas été traité, visiblement. Et que secondo, elle a des vagues idées de métier, mais qu'elle a absolument aucune idée de si ça va se faire ou pas. Or, cette personne-là, comme pour le jeune, il a quand même envie de savoir qu'est-ce que je vais faire demain. Est-ce que je vais quand même avoir du travail et de quelle manière? Il ne faut quand même pas passer à côté de ça. L'inquiétude que les gens manifestent dans les entretiens, c'est quand même qu'est-ce que je pourrais faire, oui, qui pourrait me convenir par rapport à l'existant et qui me permettent quand même de ne pas rester dépendant de toute ma vie à l'égard de mes parents. Je ne crois pas que ce soit contradictoire. Moi, il ne me semble pas que je tire pas un trait sur l'idéal. J'en tiens compte, mais non pas à partir d'un idéal qu'on invente à partir de théories, de catégories préétablies, mais à partir des ceux qu'on a de toute façon déjà en nous, parce que les autres nous l'ont dit, parce que nous sommes identifiés. Remettre en route, si. Oui, simplement faisons attention à ce que justement ce qu'on envisage et ce qu'on présente comme possibilité ne vienne pas renforcer des attentes qui sont des attentes ou des désirs aussi qui sont fortement marqués socialement. Et il me semble que notre rôle, c'est d'ouvrir aussi d'autres choses que ça. Moi, il me semble que l'idée, c'est d'apprendre aux personnes à savoir comment est-ce qu'elles peuvent arriver à trouver l'information. Après, la manière dont elles vont l'apercevoir, je ne pourrais pas forcément lutter contre cette manière-là. On peut ouvrir, bien évidemment, ça je suis d'accord, mais ça veut pas. Mais chacun perçoit les choses d'une manière qui lui est singulière. Vous ne pouvez pas obliger les personnes à penser d'une manière plutôt que d'une autre. Il faut apprendre aux gens à savoir comment elles peuvent se orienter aujourd'hui. Bien. Ah bon. Je vais être bref, je vais prendre une minute encore, puisque nous sommes quand même au Conseil de l'Europe, dans un lieu où sont décidées un certain nombre de choses qui débouchent sur un certain nombre d'emmerdements pour nous. Je voudrais citer le texte d'un Européen convaincu, du moins un extrait, parce que c'était à l'occasion d'un discours fleuve à l'Assemblée nationale, le 18 janvier 1957, que cet homme politique prenait la parole
pour détailler ce qu'il pensait de ce qu'allait devenir le traité de Rome, applicable au 1er janvier 1958. Le projet de marché commun tel qu'il nous est présenté est basé sur le libéralisme classique du XIXe siècle, selon lequel la concurrence pure et simple règle tous les problèmes. Les initiatives sociales seront-elles encore possibles? La tendance à l'uniformisation n'implique-t-elle pas que les pays les plus avancés vont se voir interdire, au moins momentanément, de nouveaux progrès sociaux? Tout relèvement de salaire ou octroi de nouveaux avantages sociaux n'est-il pas dès lors et pour longtemps exclu pour les ouvriers français? L'abdication d'une démocratie peut prendre deux formes. Soit le recours à une dictature interne par la remise de tous les pouvoirs à un homme providentiel, soit la délégation de ces pouvoirs à une autorité extérieure, laquelle, au nom de la technique, exercera en réalité la puissance politique. Car au nom d'une saine économie, on en vient aisément à dicter une politique monétaire, budgétaire, sociale, finalement une politique, au sens le plus large du mot, nationale et internationale. 18 janvier 1957, Pierre Manès, France. Évidemment, c'était l'époque où il y avait encore des hommes politiques qui savaient penser et parler. Maintenant, il faut faire avec Le Pen, Mort, Hanau, Reps, Amen. Amen. La messe est dite. Merci à tous. Et merci à nos deux intervenants qui ont travaillé tout l'été pour nous.